Bonsoir, je vais essayer de vous parler aujourd'hui d'un exercice difficile qui est de faire un examen préopératoire d'un enfant. Et donc ça va durer à peu près 1 heure, donc si vous avez des projets. Donc je pense que quand on commence à faire un préop, et que ce soit le préop d'un adulte ou d'un enfant n'est pas très différent de ce point de vue-là, il faut garder en tête quels sont les objectifs qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir quel est l'état de santé actuel du patient. Il a eu peut-être des antécédents, mais aujourd'hui, quand on doit l'endormir, comment est-ce qu'il est? Chez l'enfant particulièrement, c'est détecter une pathologie qui est méconnue ou une situation à risque que le chirurgien n'a pas perçue, parce que ce n'est pas finalement son travail, mais qui pourrait modifier le risque anesthésique ou nous faire choisir une autre technique. Donc on doit être attentif à ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à côté duquel tout le monde est passé? Et vous savez que dans une période maintenant où les gens vont moins chez les médecins, les enfants sont moins suivis par les pédiatres, et donc de temps en temps, vous pouvez être amené à découvrir quelque chose. C'est aussi utile pour avoir des valeurs de référence si c'est une chirurgie majeure, savoir l'hémoglobine, le taux de facteur de coagulation, des choses comme ça. Donc c'est aussi l'occasion d'avoir ça, mais aussi de donner des instructions ou des explications aux parents et d'en vérifier la compréhension et d'obtenir le consentement éclairé pour l'anesthésie, pour éventuellement des gestes que vous allez faire, vous voulez proposer une péridurale ou quelque chose comme ça, c'est l'occasion de demander l'autorisation. Demander l'autorisation le jour de l'intervention, c'est toujours compliqué parce que les gens sont stressés, sont sous pression, et donc on pourrait après vous reprocher soit que le fait que c'était sous pression, les gens ont été forcés. Donc il vaut mieux faire ça à l'avance, calmement. Les gens ont le temps de réfléchir, d'éventuellement changer d'avis, de demander à d'autres personnes qui ont eu l'expérience si c'était utile ou pas. Ne pas oublier, il y a un effet vitrine. Les gens ne vous verront pas travailler, mais la façon dont vous prenez en charge leur enfant et la demi-heure ou le quart d'heure que vous allez passer avec eux en salle de consultation, c'est le reflet, en tout cas dans leur esprit, de ce que vous allez faire en salle d'opération. Donc si vous prenez ça un peu par-dessus la jambe, sans faire beaucoup attention, ils vont dire mais qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant en salle d'opération? Donc faites attention à ça, vous donnez un reflet de la façon dont vous travaillerez plus tard. En fait, il y a 3 situations différentes. Il y a la consultation d'anesthésie à l'épi, électif, pépère. Il y a la réévaluation le jour opératoire ou la veille au soir. Donc il faut quand même faire attention, il y a quelque chose qui ont pu changer. Il y a aussi l'évaluation en urgence. Un patient arrive, il faut le prendre vite. On va aussi terminer quelques dias pour quand et pourquoi est-ce qu'on refuse d'endormir un enfant. C'est rare, mais comment est-ce qu'on va agir, comment est-ce qu'on va se comporter dans ces situations-là pour faire ça correctement. Alors je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a sur cette image. Donc là, il y a un jeune chevreuil qui vous regarde. Alors j'aime bien montrer ça parce que si vous ne savez pas ce que c'est un chevreuil, vous ne verrez pas qu'il y a un chevreuil qui vous regarde. Et donc vous passerez votre promenade et vous n'aurez pas vu le chevreuil. Et je pense que la médecine et l'anesthésie préopératoire, c'est la même chose. On ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Ceux qui trouvent des choses qu'ils ne connaissent pas, c'est les prix Nobel. Et donc s'il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous passerez à côté. Si vous ne savez pas ausculter, vous passerez à côté. C'est un truc de l'extérieur. Oui. Je donne cours. Donc toujours pensez à ça, vous devez avoir une culture médicale assez large, c'est aussi valable pour les adultes, savoir ce que c'est ces maladies, et si vous ne savez pas, maintenant il y a Google, c'est assez facile de trouver les renseignements rapidement. La consultation d'anesthésie, vous vous adressez à un enfant, donc il faut se mettre au niveau de l'enfant. Et vous voyez, j'aime bien ce dessin, parce que vous voyez, le médecin, il se met au niveau des yeux de l'enfant. C'est des choses importantes, c'est qu'ils mettent les enfants en confiance, c'est de mettre à leur niveau. C'est pas pour ça qu'il faut parler bébé, mais simplement se mettre à leur niveau, sinon ils voient toujours les gens d'en haut, des énormes géants,
essayez de vous mettre à leur niveau, ça facilitera le contact. Et une fois qu'on a établi un lien de confiance avec un enfant, c'est toujours plus facile après. Alors on va commencer par les choses simples, par les choses évidentes, l'anamnèse. Alors pourquoi est-ce qu'on demande une anesthésie? Vous allez dire, mais c'est évident, mais régulièrement on a des épis à corriger où on ne sait pas pourquoi on endort l'enfant. Et c'est un petit peu embêtant quand même. Est-ce que c'est pour une grosse opération? Est-ce que c'est pour un scanner? On ne sait pas. Donc c'est important aussi pour vous du point de vue de ce que vous pouvez demander comme examen du risque relatif de l'anesthésie. Est-ce que c'est pour une chirurgie? Est-ce que c'est pour un examen diagnostique, par exemple une IRM? Bien sûr, vous allez vous demander s'il y a eu des antécédents médicaux et chirurgicaux chez l'enfant. Est-ce qu'il est né à terme? Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour tous les enfants âgés de moins de 2 ans. C'est toujours utile après aussi, mais les enfants de moins de 2 ans, est-ce qu'il est né à terme ou pas? Donc, est-ce qu'il est né avant 37 semaines, c'est un prématuré. S'il est né prématuré, vous devez calculer l'âge post-conceptionnel. Donc, c'est l'âge à la naissance. Il est né à 36 semaines, plus l'âge postnatal, il a 10 semaines. Donc, ça fait 36 plus 10, il a 46 semaines d'âge postnatal, d'âge post-conceptionnel. Donc, c'est une notion importante. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parle de prématuré. Donc, de calculer l'âge post-conceptionnel chaque fois que vous avez affaire à un ancien prématuré. Les antécédents familiaux. Alors, si vous demandez aux gens, est-ce que vous avez déjà eu des cas d'hyperthermie dans la famille, hyperthermie maligne dans la famille? Les gens ne savent pas ce que c'est l'hyperthermie maligne, à moins qu'ils en aient une dans leur famille et ils ont leur carte dans la poche. À ce moment-là, ils arrivent avec un grand drapeau. Je suis à risque d'hyperthermie maligne. Mais il faut poser les questions d'une autre façon. Et donc, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec l'anesthésie dans votre famille? Ah, mon oncle, il a dû aller aux soins intensifs après parce qu'il ne respirait pas. Ça vous fait peut-être penser à une apnée post-myoplégie. Donc, il faut poser les questions d'une façon compréhensible pour les gens. Il faut aussi s'intéresser aux allergies. Les enfants sont de plus en plus allergiques parce qu'ils sont exposés à plein de choses et donc c'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous? L'allergie au lait ne veut pas dire grand-chose. C'est parfois un signe d'atopie. L'allergie à l'œuf, c'est de l'allergie au blanc d'œuf. Et il faut savoir que dans le propofol, il y a de l'hélécitine, une protéine qui est extraite du jaune. Donc les gens allergiques aux œufs, vous pouvez leur donner du propofol, il n'y a pas de problème. L'allergie au soja. Les enfants sont allergiques au lait de soja. Est-ce que c'est un problème avec le propofol qui contient du soja? Non, parce qu'il n'y a pas de protéines dans l'huile. C'est de l'huile de soja, il n'y a pas de protéines là-dedans, donc on peut aussi utiliser le propofol chez les gens allergiques au soja. Les antibiotiques, là je vous renvoie à Annes Weekly, il y a quelques numéros où Jean-Louis avait donné un grand tableau pour les allergies croisées, donc c'est intéressant à savoir. Mais il faut savoir que dans 3/4 des cas, allergie veut simplement dire intolérance alimentaire. Donc on ne doit pas confondre quelqu'un qui a l'estomac un petit peu dérangé ou qui a une diarrhée sur antibiotiques, ça n'a rien à voir avec une allergie. Attention au latex, nous avons ici la chance d'être dans un hôpital sans latex, et donc on oublie ça. Mais si vous travaillez ailleurs, il y a des hôpitaux où on utilise encore du latex. Et donc un enfant qui a été opéré avant l'âge d'1 an, ou qui a eu des procédures multiples, notamment en urologie, ou qui a une allergie croisée avec des fruits exotiques, les tomates, les papayes, tout ça, il faut se méfier, il est peut-être allergique au latex, et donc il faut bien interroger les gens. Pour vous donner un exemple, il y a quelques années, on a eu un enfant que j'ai endormi 3 fois, et chaque fois il faisait des petits bronchospasmes, pas graves, mais bizarre, un petit peu embêtant. Il avait été opéré d'une atrésie de l'œsophage. Et finalement, un jour, on lui fait une dilatation de l'œsophage en radio, et je ne sais pas pourquoi, je demande à la maman s'il est allergique au latex. Non. Pas allergique au caoutchouc? Non. Et puis je dis, et quand il gonfle des ballons? Ah ben ça, il gonfle jamais, hein, docteur, parce qu'alors il a la tête qui gonfle. Donc, il faut parfois poser les questions d'une autre façon, et donc je savais qu'il était allergique au latex. Donc ça, je reprends simplement les tableaux que vous avez dans Medical Explorer. Le tabagisme passif. Les 3/4 des parents vont vous dire, oui mais on fume mais jamais devant le petit. On fume sur le balcon, dans le jardin. Tout ça c'est bien gentil, mais en pratique, quand vous fumez, vos vêtements sont imprégnés et donc il y a de la nicotine qui passe chez l'enfant aussi. C'est probablement moins que si on fume devant lui ou dans la voiture, mais quand même, il ne faut pas croire que ça veut dire simplement qu'on ne fume pas. Ce n'est pas du tout la même chose.
Est-ce que cet enfant a des activités normales pour son âge? C'est intéressant de savoir quand est-ce qu'un enfant est assis, quand est-ce qu'un enfant marche. C'est les deux choses qui sont importantes. Le reste, c'est pas tellement... Est-ce qu'il ronfle la nuit? Question importante, on en reparle tout de suite. Tabagisme passif. S'il y a un tabagisme passif, vous devez vous attendre à un risque plus important de laryngospasme ou de complications respiratoires. Pas nécessairement grave, pas nécessairement embêtante, mais ça va un petit peu compliquer votre anesthésie. Un enfant qui a eu des pertes de connaissance inexpliquées. Est-ce que votre enfant a déjà fait des syncopes? A déjà perdu connaissance et vous ne savez pas pourquoi? C'est intéressant parce que de temps en temps, vous allez tomber sur un enfant épileptique, on ne savait pas, ou qui a un QT long, ou qui a un trouble du rythme. C'est comme ça qu'on trouve le diagnostic, c'est des gens qui font une syncope, et puis, ben voilà, on fait un petit mise au point, on trouve ça. Donc, s'il y a des choses comme ça dont on n'a pas trouvé l'explication, méfiez-vous, peut-être que l'explication, elle va arriver pendant l'anesthésie. Pour l'adolescence, c'est toujours compliqué. Est-ce que tu fumes du cannabis? C'est compliqué quand maman est à côté. Est-ce que votre fille prend la pilule? Je veux dire, si ça dépend du climat familial. Hein. Si c'est une famille qui est large des où c'est la maman qui a donné la pilule à sa fille, il n'y a pas de problème. Si c'est une jeune fille voilée, ça devient un petit peu plus compliqué à poser la question. Donc, il faut être délicat et essayer de sentir le truc. Possibilité de grossesse, c'est la même chose. Si vous travaillez en Angleterre, il faut faire un test de grossesse à toutes les jeunes filles de plus de 14 ans. Test de grossesse dans les urines. C'est très délicat. Aussi en Belgique, on ne fait pas ça, parce que là aussi, c'est un peu s'immiscer dans la vie privée des gens pour un risque finalement, si c'est d'avoir une anesthésie en début de grossesse, oui, il y a un petit risque de fausse couche ou de malformation, mais le nombre de grossesses n'est pas si élevé que ça chez nous par rapport à l'Angleterre, où il y a beaucoup de grossesses chez les adolescentes. Mais donc, quand vous êtes avec un adolescent, c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous pouvez l'interviewer sans sa maman, c'est toujours un peu plus facile quand même. Simplement pour revenir sur cette histoire de tabagisme passif, donc c'est déjà une vieille étude, mais vous voyez, ils ont pris 500 enfants et ils ont mesuré le taux urinaire de cotinine, qui est un dérivé de la nicotine, pour avoir quelque chose d'objectif. Simplement pour ne pas dire aux parents, est-ce que vous avez fumé 7 cigarettes, 10 cigarettes, 20 cigarettes? Non. On regarde le taux de cotinine dans les urines, on a un truc objectif et on regarde, quelqu'un a examiné les complications respiratoires périopératoires, et vous voyez qu'au plus il y a de la cotinine dans les urines, au plus le taux de complications post-opératoires augmente. Alors les plus grands ennuis qu'on a en anesthésie des enfants, c'est les ennuis respiratoires. Donc il faut prendre le temps de faire une anamnèse respiratoire poussée. Alors, première chose, est-ce qu'il y a eu une infection des voies aériennes et respiratoires il y a moins de 2 semaines? S'il y a une infection des voies respiratoires il y a moins de 2 semaines, il y a un risque important de complications respiratoires périopératoires, laryngospasme, bronchospasme, tout. Donc, même si l'enfant aujourd'hui est bien, on vous dit il a fait une angine la semaine passée, il faut vous dire attention, petit drapeau rouge, celui-là, il risque de me faire des soucis. Est-ce que cet enfant a une histoire de wheezing? Si vous demandez du wheezing, les parents vont vous dire... Si vous demandez est-ce que parfois sa respiration siffle, les parents entendent la respiration de l'enfant qui siffle, ça ils vous diront oui ou non. Si ça siffle à l'exercice ou plus de 3 fois dans l'année qui précède, là aussi attention, c'est un signe qu'il y a peut-être un asthme d'effort ou un asthme tout court qui n'est pas bien soigné, et donc vous devez bien ausculter cet enfant et un petit peu pousser plus loin. La notion de toux sèche nocturne. Il tousse tout le temps la nuit, on ne sait pas pourquoi. Ça peut être un signe de reflux gastro-œsophagien. Donc si vous avez une réponse oui à une de ces questions, le risque relatif de complications respiratoires augmente de plus de 5 fois. Donc plus de 5 fois. Donc vous devez faire quelque chose d'actif. Soit essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas un reflux, soit, on en parlera tout à l'heure, éventuellement donner un aérosol avant. La même chose pour l'atopie. Si c'est un enfant qui est eczémateux, un risque qui est doublé. S'il y a de l'eczéma dans la famille ou de l'asthme dans la famille, là aussi le risque augmente par 2. Donc vous devez être attentif à ça, ça vous catégorise les patients. Attention, celui-là, d'un point de vue respiratoire, j'ai un risque un petit peu augmenté. On a aussi rajouté ici dans les questions, est-ce qu'il y a une bronchiolite? Est-ce que cet enfant a déjà eu des aérosols? Une bronchiolite, c'est une saleté. C'est le virus respiratoire syncytial, ça abîme très fort, ça irrite les bronches.
et les petites alvéoles, donc chez le nourrisson. Et donc un nourrisson qui a fait une bronchiolite, chaque rhume qui vient dans l'année qui suit, il va refaire un peu de bronchospasme. Donc un enfant qui a eu une bronchiolite, il a 15 ans, il a fait une bronchiolite il y a 15 ans, c'est pas important, mais qui a fait une bronchiolite cet hiver ou dans l'année qui précède, vous devez faire attention. Cet enfant a probablement une hyperréactivité des voies aériennes, donc c'est pas chez lui qu'il faut aller taper sur la carina avec votre tube, il faut faire attention. De même, la notion d'enfant qui a souvent des aérosols, ça veut dire que peut-être il y a une hyperactivité chronique des voies aériennes. L'anamnèse d'hémostase, c'est très compliqué. Dans les livres, on vous dit il faut demander si ça a saigné à la chute du cordon. J'ai passé un certain nombre d'années à demander ça aux mamans. Les 3/4 ne savaient pas si ça avait saigné à la chute du cordon. Vraiment, quand le cordon ombilical tombe, ça ne saigne pas, c'est une croûte. Si elles vous disent oui, ça a saigné à la chute du cordon, c'est peut-être une hémophilie, c'est peut-être un déficit en facteur 13. Hémophilie, c'est fréquent, déficit en facteur 13, c'est rare, mais c'est des causes d'hémorragie. Donc si jamais quelqu'un vous répond oui, attention. Trouver des bleus anormaux, c'est pas facile. Les petits garçons, ils tombent, ils courent. Donc, les antécédents familiaux de saignement et de thrombose, ça c'est intéressant. Parce que si vous avez quelqu'un où on vous dit qu'il y a beaucoup de thrombose dans la famille et que c'est une intervention où l'enfant doit rester couché plusieurs jours, ça vaut peut-être la peine d'en parler aux chirurgiens et à l'équipe d'hémostase pour voir si on ne ferait pas lui mettre de la fraxie. Les embolies pulmonaires, ça existe aussi, notamment chez les adolescents. Les antécédents chirurgicaux, c'est toujours intéressant à savoir. S'il y a une amygdalectomie sans problème, on sait que globalement, son hémostase est probablement normale. Mais donc, toute cette anamnèse n'est pas fiable avant l'âge de la marche. Donc, en gros, avant 2 ans. Donc, les recommandations françaises, si vous avez une chirurgie potentiellement hémorragique avant l'âge de 2 ans, il faut faire une hémostase. Parce qu'on n'a pas d'anamnèse fiable. Après l'âge de 2 ans, si vous avez une anamnèse personnelle et familiale correcte, qui est correctement faite et qui est négative, vous pouvez vous passer de tests sanguins, mais attention, il faut faire l'anamnèse de façon correcte. Et vous savez qu'il y a toute une liste de questions qui sont dans Medical Explorer. Traitement en cours, mais en principe, on continue tous les traitements en cours jusqu'au jour de l'intervention. Il faut arrêter l'aspirine 3 à 5 jours avant. Il n'y a plus personne qui prend de l'aspirine. Mais on ne sait jamais. Vous pouvez avoir des enfants qui ont un rhumatisme, parfois ça arrive. Et ceux qui prennent encore de l'aspirine, les petits enfants qui prennent de l'aspirine, c'est soit qu'ils ont une maladie de Kawasaki, et c'est la même chose qu'une pathologie coronarienne de la dune, il faut leur laisser leur aspirine, soit des enfants qui ont des circulations de type Fontan ou qui ont un shunt systémique pulmonaire et donc qui sont sous aspirine pour éviter de thromboser leur circulation. Il faut laisser l'aspirine, c'est des petites doses mais c'est important. Attention aux médicaments dits naturels, les herbes, les thés, les machins comme ça. En Angleterre, il y a jusqu'à 20% des enfants qui prennent ça. Et on croit que ce n'est pas un médicament, puisque c'est quelque chose qui est naturel, qu'on achète chez l'herboriste. Mais vous savez que ces médicaments, ces substances ont des effets potentiellement avec nos médicaments à nous, notamment l'arnica, l'échinacée ou la canomie. Donc, faire attention, et on n'a pas de données, mais il est recommandé d'arrêter 7 jours avant. Pas pour l'homéopathie, mais pour les herbes et les thés, c'est très important. Je dirais un petit mot sur la cortisone, parce que il n'y a rien dans les bouquins sur la cortisone. Alors, les enfants sont sous cortisone, pourquoi ? Soit pour corriger un déficit. Donc ils ont une hyperplasie congénitale des surrénales ou un problème d'hypophyse, et donc ils ont leur traitement. Soit ils sont immunosupprimés, donc des cancers ou les transplantés. Il faut se méfier aussi des sources cachées. Tous les enfants qui prennent du Sérétide ou des trucs comme ça en aérosol, ils prennent des petites doses de cortisone. Mais ces petites doses peuvent, quand ils en prennent depuis un certain temps, un petit peu casser l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et les transformer en addison. Il faut aussi se méfier chez les enfants qui reçoivent la triamcinolone en intra-articulaire ou en intradermique. On va dire, mais on ne fait jamais ça. Si. Si vous venez en salle de voie centrale, on injecte régulièrement de la triamcinolone en intra-articulaire pour les arthrites, et en intradermique, Bénédicte Baillet fait ça régulièrement pour les kéloïdes. Il faut se méfier parce que c'est un médicament très puissant qui donne un aspect cushingoïde à l'enfant
Et en fait, la surrénale, elle est complètement stone pendant 6 mois. Donc, il faut faire attention. Ce genre d'enfants peuvent vous faire des hypotensions et des troubles ioniques, simplement parce qu'ils font une crise d'Addison lors d'un stress. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Est-ce qu'il faut... Donc, première chose, faire attention aux sources cachées. Si c'est un traitement chronique, hyperplasie des surrénales, le panhypopituitarisme, vous donnez la dose habituelle le jour 0. Vous allez voir, par exemple, dans les recommandations françaises, qu'il faut doubler ou tripler les doses de cortisone la veille de l'opération. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune base scientifique. L'enfant n'est pas stressé la veille de l'intervention. Donc, le jour de l'intervention, le matin, on donne la même dose que d'habitude. Après, ça devient un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut donner ce qu'on appelle une dose de stress? Si c'est une procédure mineure, une cystoscopie, un petit geste comme ça, non. Si c'est une procédure majeure, il y a plusieurs tableaux qui existent, et donc il faut en choisir un. On peut donner 50 mg en IV par mètre carré à l'induction, et puis continuer la même dose sur 24 heures en IV continu. Donc pour un enfant de 30 kg, il a à peu près 1 mètre carré, vous donnez 50 mg de solucortef et puis 50 mg sur la journée. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux donner 1 mg/kg de solucortef toutes les 6 heures. Finalement, quand on regarde sur la journée, c'est à peu près la même chose. Et maintenant, les dernières recommandations, c'est beaucoup moins que ça. Vous voyez, c'est 6 à 8 mg par mètre carré par 24 heures entre 3 fois. Donc on est très loin des 50 mg par mètre carré. Donc probablement que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, il y a quelque chose de solide qui va sortir. Les endocrinologues pédiatriques américains sont en train de creuser l'affaire. Mais vous voyez, c'est quelque chose où on ne sait pas très bien où on en est. De toute façon, si vous avez quelqu'un qui est sous corticoïdes, ça vaut la peine de surveiller sa glycémie, ses électrolytes et sa tension pour être sûr qu'il ne fasse pas une crise d'Addison. Donc les traitements en cours, on en a parlé. Un petit mot sur l'examen clinique. Et bien sûr, on va faire le poids, la taille, la tension artérielle, il faut essayer de trouver une manchette adaptée, ou bien ausculter, et essayer de palper le foie. Alors pour palper le foie, il ne faut pas commencer à faire des grandes inspirations et trouver le rebord. Vous mettez votre stéto sur le grille costal au niveau où est le foie, et vous grattez. Et vous allez entendre. Et puis quand il n'y a plus de foie, ça ne fait plus de bruit. Donc c'est très facile, vous avez la surface du foie, vous faites. Voilà. Vous n'avez pas dû pousser sur le ventre, pas dû faire des grandes inspirations, toutes ces manœuvres propédeutiques qu'on nous a apprises. C'est tout bête, ça fait pas mal, ça fait me rire parce que ça fait chatouiller. On va regarder la bouche. Est-ce qu'il y a une grande bouche? Est-ce qu'il y a des dents qui bougent? Très important. Est-ce qu'il y a des dents qui bougent? Si elles bougent fort, qu'est-ce qu'on en fait? On peut proposer de l'enlever au moment de la laryngoscopie, de rendre pour la petite souris. La taille des amygdales. C'est pas parce que l'enfant ne se fait pas opérer des amygdales qu'il ne faut pas regarder ses amygdales. De temps en temps, vous avez des amygdales comme des choux-fleurs qui se touchent presque. Pour vous, ça veut dire qu'à l'induction, vous aurez des soucis d'obstruction des voies aériennes. Le score de Mallampati ne veut rien dire avant l'âge de 6 ans. Il n'est pas validé. Mais après, à partir de 6 ans, ça vaut la peine de le noter. Faire toujours attention s'il y a un appareil orthodontique. Est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? Il y en a qui sont fixes. Et quand il y a un appareil orthodontique dans la bouche, c'est parfois compliqué de mettre un masque laryngé. Donc, c'est plus facile d'y penser à l'avance. Et chez les adolescents, est-ce qu'il y a des piercings? Est-ce qu'ils peuvent l'enlever? Un piercing sous la langue, ça peut être embêtant quand on a travaillé dans la bouche. Donc, bien fait. Vous voyez qu'on va vous calculer même l'indice de masse corporelle. Puis, on va continuer à regarder la tête de l'enfant. De face, est-ce que c'est un visage symétrique? Si vous avez une asymétrie, méfiez-vous. De profil, regardez de profil, est-ce qu'il est rétrognate? Est-ce qu'il y a des petits appendices, des petites boules devant les oreilles? Est-ce qu'il y a une malformation de l'oreille externe? Tout ça, ce sont des signes de malformation d'un arc branchial. Et donc, c'est un risque potentiel d'intubation difficile. Ça va peut-être pas être difficile, mais quand vous voyez ça, devez vous dire, attention, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Cet enfant a une malformation crânio-faciale. Donc, regardez de profil, ici c'est évident. Vous voyez, il y a une micro-rétrognathie importante. C'est une sorte de Pierre Robin. Il sera peut-être facile à intuber, vous ne le saurez que quand vous aurez mis votre laryngoscope dans la bouche. Il faut aussi regarder la mobilité du cou. C'est rare que les enfants aient des problèmes de mobilité du cou, mais ça arrive.
Est-ce qu'il y a des belles veines? Toujours intéressant de savoir à l'avance s'il est facile à piquer ou pas. Et si c'est un bloc péridural ou caudal que vous voulez faire, il faut regarder sa colonne vertébrale. On a toujours l'air un petit peu bête quand on dit on va faire une péridurale et tout, puis qu'après l'opération on dit bon, on n'a pas su la faire parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Vous êtes là, l'enfant est devant vous, profitez-en, et en même temps vous pouvez montrer aux parents de quoi il s'agit. Alors vous pouvez avoir des anomalies cutanées comme ça. Ça c'est un petit kyste dermoïde. Ou juste au niveau du pli fessier, c'est pas important, ça ne va pas vous empêcher de faire une caudale. Ça c'est un truc dangereux. Oui, c'est une masse molle avec des petites taches vasculaires dessus, c'est un peu rénitent. Ça c'est un lipome au niveau de la colonne lombosacrée, et dans ce cas-là, il faut toujours suspecter un spina bifida occulta ou une malformation de la moelle de type moelle attachée. On ne va pas aller piquer dans ce coin-là. Au contraire, on peut avoir l'air intelligent et dire au chirurgien, t'as vu qu'il y avait un truc anormal dans le dos? Et ils vont faire une petite RMN et se rendre compte que finalement, il faut peut-être pas opérer cet enfant de ce qu'on va faire. Une exception, c'est la tache mongoloïde. Donc c'est une coloration bleuâtre de la peau au niveau des fesses et parfois à d'autres endroits, chez les Asiatiques ou les gens de la région du Maghreb. C'est simplement une coloration de la peau, ça n'a rien à voir, c'est pas une malformation, c'est pas un angiome, vous ne devez pas vous en faire pour ça. Pour la tension artérielle, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a des percentiles, des machins. Si vous prenez les tableaux des pédiatres, c'est tout à fait inutilisable. Ça, c'est un tableau que les pédiatres ont fait pour faciliter la vie à eux-mêmes. Et vous voyez, en fait, ils ont fait garçons et filles, mais quand on regarde les chiffres, la différence est 1 mm de mercure, donc c'est en dessous de la limite de mesure de nos appareils. Mais vous voyez, en fonction de l'âge, vous avez les limites pour les valeurs systoliques et diastoliques. Donc ça vaut la peine, quand vous avez du matériel adapté pour prendre la tension, de mesurer la tension. Pourquoi? Est-ce que c'est fréquent, l'hypertension? Chez les enfants, mais c'est à peu près 3% de la population. Le truc embêtant, c'est le souffle cardiaque méconnu. Vous écoutez, on entend un souffle, et personne n'était au courant qu'il y avait un souffle. Alors, le souffle va être très probablement fonctionnel s'il est systolique et doux, pas de trill. Quand il y a un trill, c'est toujours pathologique. Quand c'est un souffle systolique peu intense, c'est probablement quelque chose de fonctionnel. S'il est localisé, si vous entendez le souffle partout, ça c'est pas normal. Et s'il n'y a pas de limitation dans les activités de l'enfant. Mais si vous avez le moindre doute de grâce, n'hésitez pas. On a des cardiologues pédiatres qui sont charmants. Vous demandez un avis et ils se feront un plaisir de faire un écho. Il y a des petites exceptions, le hume veineux à la base du cou. Bon, je vous ai mis ça pour être complet, j'ai jamais entendu. Parfois, les souffles localisés, il peut y avoir une sténose pulmonaire fonctionnelle chez les tout petits nourrissons, au niveau du foyer pulmonaire. Mais si vous entendez un souffle chez un petit de 6 mois, demandez l'avis d'un cardiologue avant. C'est lui qui posera ce diagnostic-là, c'est pas vous. Les examens paracliniques, est-ce qu'il faut faire un COFO chez tout le monde? Non. Il faut rester clinique. Il faut faire une hémoglobine si l'enfant est pâle. Et ça peut arriver, donc vous savez que les nourrissons entre 2 mois et 6 mois ont une anémie physiologique du nourrisson, mais qui est compensée par le taux de 2,3 phosphoglycérate des globules rouges. Donc c'est des globules rouges qui sont peu élevés, mais qui fonctionnent très bien d'un point de vue délivrance de l'hémoglobine. Mais vous pouvez avoir une jeune fille de 16 ans qui a des règles abondantes et qui est pâle. Ça vaut la peine de vérifier son hémoglobine. Pour l'hémostase, il faut faire l'INR, le TCA et le fibrinogène. Si l'anamnèse est positive, oui, il saigne facilement. Quand il se cogne, quand il était chez le dentiste, ça a saigné longtemps. Si c'est une intervention possiblement hémorragique, si l'enfant a moins de 2 ans et n'a pas d'antécédent chirurgical. Attention, si vous avez des résultats normaux, vous pouvez avoir quand même une maladie des plaquettes. C'est rare, mais ça arrive. Mais ces gens-là ont des saignements, pas des bleus à la peau, mais des bleus muqueux. Ils ont des bleus au niveau des lèvres. Ça peut être un von Willebrand où le facteur 8 n'est pas diminué. Ou il peut y avoir de la fibrinolyse. Ce sont des choses rares. Simplement pour vous dire, c'est pas parce que l'hémostase est normale qu'il n'y aura pas de saignement lors d'intervention. Il y a des choses qu'on ne détecte pas avec ces examens-là. Il y a des cas particuliers. Toutes les cardiopathies cyanogènes, donc les ventricules uniques, par exemple ceux qui ont un fontan,
ils ont souvent une thrombophilie parce qu'ils ont un déficit en protéine C et une antithrombine 3. C'est pour ça aussi qu'ils sont sous aspirine. Donc, n'allez pas demander toute une mise au point, ils ont souvent eu ça dans le cadre de leur pathologie, mais sachez-le, ce sont des patients thrombophiliques. Quand vous avez une malformation veineuse importante, et nous sommes ici dans un centre de référence pour les malformations vasculaires, donc on en voit régulièrement, donc une grosse malformation veineuse, il y a souvent de la fibrinolyse locale, parce qu'il y a de la turbulence là-dedans, et donc en soi cette fibrinolyse locale n'est pas un handicap pour la vie de tous les jours, mais si le chirurgien va les fourrager là-dedans, ça peut faire une décompensation péropératoire massive. On a failli perdre une petite fille à 11 ans de ça, et c'est grâce à elle qu'on a découvert ça, et que ça a été publié par les plasticiens ici. Donc, attention, dans ces cas-là, il faut aussi demander un examen de la fibrinolyse. Est-ce qu'il faut faire un ECG? Non. Sauf si vous avez à l'auscultation un trouble du rythme. Même si vous pensez que c'est une arythmie sinusale, ce n'est pas toujours évident, l'auscultation fait la différence. S'il y a un antécédent de perte de connaissance qui n'a pas été documenté, si le patient vient en vous disant j'ai un QT long, ben oui, il a tout son dossier QT long, il ne faut pas investiguer, mais si ce n'est pas été investigué, c'est à vous de chercher. Si c'est un sourd, il y a un certain nombre de surdités qui sont associées à un QT long. Ça vaut la peine, souvent c'est dans leur dossier, mais parfois pas, de dire tiens, est-ce que je ne ferais pas ça? Si c'est une maladie musculaire, parce que le cœur est aussi un muscle, et donc il peut être aussi atteint par la maladie, et parfois ce n'est pas encore symptomatique. Vous allez voir un bloc AV ou des troubles de conduction ou à l'écho un gros cœur. Donc toutes les myopathies doivent avoir dans leur dossier un ECG et un écho. Un enfant qui a eu des antécédents de chimiothérapie, surtout des anthracyclines, ils ont régulièrement des suivis, donc il faut les regarder dans le dossier. On en reparle tantôt de ça, mais il faut se méfier parce que même s'ils sont guéris depuis 10 ans, c'est quelque chose qui continue. Et bien sûr, quelqu'un qui a été opéré du cœur et sans suivi récent, c'est aussi exceptionnel, mais on ne sait jamais, ça arrive. Ils ont été opérés du cœur il y a 10 ans et ils ne sont plus jamais venus à l'hôpital puisqu'ils sont guéris. Ça vaut la peine d'aller voir parce qu'un cœur opéré, ce n'est pas un cœur normal. Quand vous voyez une malformation congénitale, il faut en chercher d'autres. Et si vous regardez bien les dossiers, par exemple, tous les hypospades ont une échographie rénale, parce qu'il y a des associations comme ça qui sont bien connues. Mais vous voyez un enfant, regardez ici, il a une fente labiale, celui-là il a 2 pouces. Toutes les fentes labiopalatines ont un écho cardiaque et souvent un écho cérébral en période périnatale parce qu'il y a des associations. Il y a plus de 50 syndromes. Et les doubles pouces comme ça, dans ce cas-là, il avait une sténose anale. Donc il peut se présenter à vous en disant c'est pour un petit truc au pouce, c'est rien du tout. Et il a peut-être aussi un problème cardiaque ou d'autres choses. Donc il faut faire le tour de toute la pathologie. Attention, un train peut en cacher un autre. Ça c'est un signal ferroviaire français que vous connaissez bien. Ça veut dire quoi? Ne vous laissez pas obnubiler par un truc. L'enfant arrive avec une drôle de tête, il a une drôle de tête, et puis finalement blanc, on oublie tout le reste. On oublie les allergies, le tabac, l'hémostase, l'ausculté. Donc faites attention, c'est pas parce qu'il y a un gros arbre là devant vous qu'il faut oublier la forêt qu'il y a derrière. Restez systématique, et c'est l'intérêt des documents qui sont dans Medical Explorer, c'est que vous avez toute une liste et que ça vous aide à ne pas oublier quelque chose. Des informations utiles. Enfin, informations utiles, est-ce que l'enfant a un doudou? Oui, et il faut dire aux parents d'amener le doudou le jour de l'intervention. Est-ce qu'il suce son pouce? Oui ou non? Et est-ce qu'il est droitier ou gaucher? Pourquoi on se demande ça? Parce que de temps en temps, vous allez mettre la perf du côté du pouce, et alors l'enfant ne saura pas sucer son pouce en post-op. C'est bête, s'il y a moyen de le mettre de l'autre côté, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'il y a un film sur YouTube, si vous faites les pré-op, vous pouvez dire qu'il y a un film sur YouTube qui explique l'anesthésie aux enfants et aux parents. Ça peut toujours être intéressant pour bien les préparer. Et donc après ça, vous allez faire votre petite conclusion et proposer un plan d'anesthésie. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que les parents sont d'accord? Ils ont compris les instructions préopératoires. Alors maintenant, je vais passer en revue quelques petites situations particulières qu'il faut avoir en tête. L'enfant adopté, c'est embêtant parce qu'on n'a pas d'histoire familiale et souvent pas d'histoire personnelle. Bon, c'est tout, on le sait, mais il faut s'en rendre compte, de dire j'ai un truc qui me manque. C'est intéressant de demander s'il y a eu un bilan de santé à l'arrivée. En général,
En Belgique, les enfants adoptés ont tout un bilan et donc on sait s'ils ont des pathologies spéciales. Est-ce qu'ils ont une hépatite B? Est-ce qu'ils ont une hépatite C? Est-ce qu'ils ont le sida? C'est des choses qu'il faut poser, ça arrive. Est-ce qu'ils ont une hémoglobine anormale? Est-ce qu'ils ont un déficit en G6PD? Il faut poser la question. Souvent, les parents viendront avec un petit dossier. Si vous n'avez pas le petit dossier, téléphonez au pédiatre qui l'a accueilli en Belgique et eux ont souvent ces informations-là. Il y a quelques années, on a tous endormi 3 fois une petite fille pour un truc en orthopédie et elle était hépatite B positive, elle était fortement contagieuse et on n'avait pas demandé parce qu'on n'imaginait pas qu'elle avait une hépatite et on l'a découvert en faisant des prises de sang ici. Donc faites attention à ça. Maladies rares, vous savez qu'on a le petit site que maladies rares. Donc vous pouvez bien sûr aller dans les livres sur Google, sur Orphanet, mais on a fait un petit site où vous pouvez trouver des informations relatives à l'anesthésie. Profitez-en. Donc c'est avec Jean-Louis qu'on a fait ça et vous voyez, même dans la salle vous pouvez le trouver, c'est pas ordre alphabétique et vous avez un petit résumé, les implications anesthésiques et même des références si vous avez le temps d'aller les chercher. Un petit mot sur l'enfant asthmatique. Vous savez que l'asthme augmente parce que la pollution augmente et peut-être aussi qu'on est exposé à plus d'allergènes de toutes sortes parce qu'on devient plus propre, qu'on est exposé à plein de choses. Alors avant 6 ans, on ne sait pas dire si quelqu'un sera asthmatique ou pas, à moins que toute la famille soit asthmatique et donc là il y a une grosse proportion d'enfants qui sifflent qui deviendront asthmatiques. Mais avant 6 ans, en fait, on sait que 40% de ceux qui sifflent, ils ne sont pas atopiques. Ils sifflent chaque fois qu'il y a une infection virale parce qu'il y a les virus aiment bien aller embêter les pneumocytes, mais ce n'est pas des vrais asthmatiques. Mais on sait qu'après 6 ans, ceux qui sifflaient avant l'âge de 6 ans vont peut-être rester sensibles à l'asthme d'effort. Donc c'est intéressant à savoir. L'asthme d'effort, nous quand on va les endormir, les intuber, les ventiler avec des gaz pas tout à fait chauds, mais c'est peut-être l'équivalent d'un effort pour les voies aériennes, donc ça peut déclencher un bronchospasme. 60% de ces siffleurs qui ont moins de 6 ans sont en fait des atopiques, et eux, ce sont des vrais asthmatiques. Ils ont des IgE positifs, il y a des histoires familiales, d'autres allergies, et souvent une éosinophilie. Donc avant 6 ans, ça ne changera pas ma façon de les prendre en charge, mais simplement pour dire attention, celui qui siffle et qui a une famille d'asthmatiques ou d'atopiques, il est probablement allergique à plein de choses et il faut se méfier. Tandis que l'autre, il n'est pas allergique, mais il a probablement des voies aériennes un petit peu réactives. Alors comment est-ce qu'on peut dire, en voyant un asthmatique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? En fait, on peut les grouper en 3 groupes. Il y a le groupe 1, il y a une histoire d'asthme, mais il n'y a pas de symptômes, ni d'incidents, ni de traitement. Voilà. Il était asthmatique quand il était petit et maintenant ça va bien. La deuxième catégorie, c'est celui qui fait des crises régulièrement et qui prend un traitement et sous traitement, tout se passe bien. Et la troisième catégorie, c'est celui qui est symptomatique malgré un traitement ou qui vient de se détériorer un petit peu. Ça, bien sûr, c'est très mauvais pour nous, mais on doit quand même le prendre en charge. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est le groupe 0, donc il a des antécédents, pas de traitement, pas de symptômes, il n'y a pas de raison d'aller l'embêter. On va faire attention, bien sûr, de l'endormir et de l'intuber profondément quand on manipule les voies aériennes, mais rien de plus. Si c'est un groupe 2, il est asymptomatique sous traitement, mais on va continuer son traitement habituel et ça vaut la peine de donner un aérosol de bêta-mimétique de type salbutamol une demi-heure avant l'induction pour protéger les voies aériennes. S'il y a une histoire d'asthme d'effort, il faut faire la même chose, ça va vous éviter des ennuis. Si c'est un groupe 3, il est symptomatique malgré un traitement. En urgence, il faut faire un aérosol et éventuellement donner des corticoïdes IV. Si c'est un électif, il faut optimaliser le traitement avec le pneumologue. Toujours attention, le groupe 3, fonction surrénalienne, ils prennent des doses parfois importantes de corticoïdes par voie inhalatoire et donc ils peuvent avoir un problème avec leur surrénal. Un petit mot sur les apnées du sommeil. À peu près 10% des enfants ronflent pendant leur sommeil. Et de ces 10%, un tiers à la moitié a un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Qu'est-ce qui est un facteur de risque? Mais bien sûr, ceux qui ont des grosses amygdales et des grosses végétations. Enfin, qu'il y a des amygdales qui se touchent, probablement qui ronflent la nuit. Ceux qui ont une hypoplasie faciale,
Pourquoi? Parce qu'ils ont une cavité pharyngée qui est plus étroite, donc qui est plus facilement bouchée, qui se collabent plus facilement. Donc les nains achondroplasiques, les asiatiques aussi, ils ont une face un peu plus plate. Ceux qui ont une grosse langue, de nouveau c'est la même chose, ils ont un pharynx plus petit. Ceux qui sont hypotoniques, les trisomiques 21, les polyhandicapés, ceux qui ont une petite mâchoire, ceux qui ont un pharynx étroit. Pharynx étroit, c'est les enfants opérés d'une fente palatine et à qui on a fait une vélopharyngoplastie. Donc tout cela, il faut être très attentif. Est-ce qu'ils ronflent la nuit? Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'avoir comme détail de la part des parents? Le fait d'avoir un sommeil agité et une somnolence diurne, c'est souvent un signe de mauvais sommeil, donc d'apnée obstructive du sommeil. Le fait d'avoir un ronflement, même s'il n'y a pas d'apnée obstructive du sommeil, le fait de ronfler, pour nous, ça doit dire attention, je risque d'avoir des ennuis à l'induction et au réveil. Pourquoi? Parce que je vais, avec mes médicaments, diminuer le tonus des muscles dilatateurs du pharynx. Donc j'aurai facilement une obstruction des voies aériennes. Le fait d'avoir un symptôme d'apnée du sommeil établi, donc l'ORL a fait une oxymétrie nocturne, ça augmente le risque de complications post-op, surtout si l'enfant a moins de 2 ans, s'il a un autre problème médical, il est trisomique, il est cardiaque, et si la saturation nocturne préopératoire descendait en dessous de 80%. Celui-là, on ne le fait pas en ambulatoire, on le met aux soins après. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez un doute en point de vue d'apnée du sommeil, il faut contacter Geneviève François et voir avec elle s'il ne faut pas faire une oxymétrie nocturne. Si à l'oxymétrie nocturne, la saturation ne descend pas en dessous de 92, il n'y a pas de problème. Si elle descend en dessous de 92, il faut rediscuter avec elle, voir ce qu'elle fait, ce qu'on ne fait pas. Si vous avez un diagnostic d'apnée du sommeil, il faut opérer le matin. Comme ça, on a toute la journée pour le surveiller. Hospitaliser, ça ne se fait pas en one day. Pourquoi? Parce que les apnées du sommeil ne sont pas corrigées tout de suite, même par une amédialectomie. Il faut plusieurs jours. Et ça vaut parfois la peine de penser à une sonde nasopharyngée en post-op et parfois même en pré-op pour bypasser les amygdales, dégager les voies aériennes. Ça va faire gagner un confort de sommeil à cet enfant et parfois déjà diminuer aussi d'autres séquelles, notamment au niveau pulmonaire. Vous allez parfois lire dans les livres qu'il y a la classification de Montréal des apnées obstructives du sommeil. Donc ça, c'est un oxygramme nocturne normal. Et de temps en temps, ça désature un petit peu, mais il n'y a rien de catastrophique. Il y a le stade 2, c'est quand il y a au moins une fois en dessous de 90% de saturation pendant l'oxymétrie nocturne. Le stade 3, c'est quand elle descend en dessous de 85, et le stade 4, c'est ce que je vous disais là tout de suite, en dessous de 80. Donc c'est parfois, vous allez voir, vous pouvez voir ça dans un certain rapport, stade de Montréal, stade 2 ou stade 3, mais vous savez ce que ça veut dire comme ça. Ça simplement, c'est pour illustrer que ça ne se corrige pas la première nuit, et donc que c'est dangereux de renvoyer des enfants qui font des apnées du sommeil à domicile. Les ORL le savent très bien, quand ils ont des apnées du sommeil, ils prévoient une hospitalisation, éventuellement une place aux soins intensifs. Mais ici, je parle de l'enfant qui vient pour une cure de hernie, qui fait des apnées du sommeil, et que bien sûr le chirurgien n'a pas remarqué. Je veux dire, c'est pas son problème, les apnées du sommeil. C'est vous qui devez faire attention et dire celui-là, on le garde. Ou à la limite, on fait ses amygdales en même temps et on le garde. Vous voyez ici, c'est en préopératoire. Vous voyez, il y a quand même des grosses désaturations jusqu'en dessous de 80. Première nuit, la première nuit, c'est pire. Et là, ils ont même donné de l'oxygène. Et vous voyez que malgré l'oxygène, il y a des désaturations importantes. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets résiduels de l'anesthésie sur les muscles dilatateurs du pharynx, parce qu'il y a de l'édème, parce qu'il y a un peu de sang. Donc attention, la première nuit, c'est souvent un petit peu pire. Et là, vous voyez ici, 6 semaines après, voilà, c'est normal. Donc, les apnées obstructives du sommeil, ça ne se corrige pas tout de suite. Un petit peu parler d'indice de masse corporelle, parce qu'on a quand même de plus en plus d'obèses ou de gros à la consultation, et il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Alors, vous savez bien de quoi il s'agit chez l'adulte. L'indice de masse corporelle, ou le BMI, c'est la taille divisée par le poids divisé par la taille au carré, et donc on a un indice au-dessus de 30, c'est une obésité, au-dessus de 40, c'est une obésité morbide.
Chez l'enfant, c'est plus compliqué, parce qu'il y a la croissance qui intervient et le sexe qui intervient au moment de la puberté. Et donc là, au lieu de parler en termes de absolu de BMI, on parle en termes de percentile. Et donc si l'indice de masse corporelle de l'enfant est supérieur à son percentile 85 pour son âge et pour son sexe, il est en surpoids. Au-dessus de 95, il est en obésité. Au-dessus de 99, il est en obésité extrême. Alors il faut faire attention à quelle courbe vous utilisez. Parce que si vous utilisez les courbes américaines, les enfants de chez nous, ils ne sont jamais obèses. Donc il faut prendre des courbes européennes. Une autre façon que vous allez parfois voir, et si vous regardez les lettres, par exemple, des enfants qui ont la mucoviscidose, on va vous parler de score Z. Le score Z, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'indice de masse corporelle observé chez l'enfant, moins la médiane de l'indice corporel pour l'âge et le sexe, donc le P50 si vous voulez, divisé par la déviation standard de la population. Donc c'est une autre façon d'exprimer ça. Donc si vous avez un score de Z au-dessus de plus 1, vous êtes en surpoids. Ça veut dire qu'à 19 ans, vous aurez un indice de masse corporelle de 25. S'il est supérieur à plus 2, vous serez obèse. Et intéressant, s'il est inférieur à moins 2, mais c'est que vous êtes trop maigre. Donc c'est quelque chose que vous pouvez lire parfois dans les lettres de pédiatre. Ça c'est simplement pour illustrer ça, donc ce sont des courbes françaises qui sont similaires à celles qu'on a pour nous. Et vous voyez que les percentiles, mais ça change avec l'âge. Qu'aux environs d'1 an, ben voilà, les courbes sont plus hautes. Tous les enfants d'1 an sont un petit peu poupons. C'est pas pour ça qu'ils sont obèses. Et vous voyez, ça se reflète dans la courbe, et puis ça diminue, et puis à l'adolescence, ça réaugmente. Donc vous voyez ici, vous avez le percentile 50, là vous avez le percentile 97, et puis là vous êtes dans la zone de surpoids. Et là, les autres d'insuffisance pondérale. Donc, avec le BMI que vous calcule le Medical Explorer, vous pouvez situer votre enfant et voir où est-ce qu'il se situe par rapport au percentile de son âge et de son sexe. Ça simplement pour dire qu'il y a le poids réel et le poids maigre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire le poids maigre? Souvent, on imagine qu'un gros, c'est un maigre avec un manteau de graisse. C'est pas du tout ça. Donc, dans Astérix, vous avez ces Legos qui ont un énorme manteau, et puis ils enlèvent le manteau, ils sont tout. Ah ben, un obèse, c'est pas ça. Un obèse a aussi plus de masse musculaire et de masse viscérale en dehors de sa graisse. Et donc, le poids maigre d'un obèse, c'est en général de 20 à 40% de moins que son poids réel. Vous pouvez aussi vous chercher le poids idéal, mais pour les enfants, c'est pas facile à trouver. Parce que le poids idéal, c'est des notions d'assurance pour les assurances vie. Mais sinon, vous pouvez essayer de vous calculer ça, mais ça n'a pas même beaucoup d'intérêt pour nous. Ça vaut la peine de se poser la question quand vous avez un enfant obèse devant vous. Donc ici, on a une équipe d'endocrinologues pédiatriques qui s'intéresse à ça. Et donc, ils vont arriver avec un gros diagnostic dans le dos. Vous n'aurez pas pour autre problème à vous faire. Si vous travaillez ailleurs, ça peut être intéressant de se poser les questions. Dans plus de 90% des cas, c'est quelqu'un qui mange trop et qui ne bouge pas assez. Pas de secret. Donc, il y a souvent des facteurs socio-économiques. C'est les moins riches qui sont les plus gros. Et il y a parfois des facteurs génétiques. Mais il y a aussi des causes médicales. Il y a parfois des syndromes. On va vous montrer un tout de suite. La corticothérapie. Tous les enfants leucémiques qui sont sous grosse dose de cortisone, ils sont trop gros. C'est une cause d'obésité, donc qui est passagère. Ça peut être un régime hypercalorique. Il y a certaines maladies métaboliques où il faut prendre beaucoup de glucose pour éviter des décompensations cardiaques, et donc ils font des stocks de graisse. Il y a l'obésité hypothalamique. Ça, c'est des enfants qui ont eu un trauma crânien ou une radiothérapie crânienne. Et ça, on en voit de temps en temps. Et donc, ils ont un hyperinsulinisme qui fait que ils accumulent des réserves. Et alors, il y a ceux qui ne bougent pas. Il y a beaucoup de myopathes, les Duchenne par exemple, ou bien ils sont très maigres, ou bien ils sont obèses. Parce que le seul plaisir qu'ils ont dans la vie, c'est de manger, et ils ne bougent plus. Donc voilà, c'est des causes. Il faut de temps en temps un petit peu retourner autour du patient pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Ça, vous allez en voir de temps en temps ici. Ce sont les Prader-Willi. Vous voyez ici un grand Prader-Willi. Ils ont un retard mental, des troubles du comportement. Ils mangent tout le temps. Donc quand vous leur demandez de rester à jeun, ils vont chercher la nourriture dans les tiroirs du voisin. Ils font souvent des colères. Ils ont un petit zizi. Ils sont épileptiques. Intéressant, ils ont un seuil de douleur élevé. Donc il faut se méfier.
ils peuvent se présenter avec une péritonite perforée et se plaindre de rien. Ils ont un seuil de douleur élevé. Donc il faut faire attention à ça. Et aussi, très important, en cas de stress, ils ont une diminution de leur réponse au cortisol. Donc il y a eu des morts périanesthésiques décrites chez des Prader-Willi parce que ils ont eu un stress et ils n'ont pas su générer une réaction de stress. C'est pour ça que, par exemple, ici, souvent, Véronique Boulois demande qu'on donne une petite dose de cortisone à l'induction des Willi-Prader pour éviter ce genre de soucis. Donc c'est probablement aussi des choses qui, dans les années à venir, vont mieux se développer. Mais vous voyez que c'est intéressant que toutes ces maladies ont parfois des implications qui sont très proches de nous et qu'on ignorait. Myopathie, on va pas faire un cours sur les maladies musculaires, mais attention, un muscle malade, ça veut dire qu'il y a un cœur malade. Donc il faut s'intéresser à la conduction de ce cœur et à la fonction de ce cœur. Donc un ECG et une écho. Si vous la trouvez de façon récente dans le dossier, c'est bon, mais il faut aller voir. Il faut aussi regarder la fonction respiratoire. Est-ce que cet enfant est capable de tousser? Ce qui peut être très bien comme ça. Et si ce n'est pas tousser, ça veut dire qu'il s'encombre facilement, que vous devez prévoir une kiné pré- et post-opératoire. Les Duchenne, les Becker, vous savez qu'ils risquent de faire une rhabdomyolyse aiguë. Donc, quand vous êtes dans un contexte de myopathie, toujours faire attention quand je donne des halogénés, qu'il se passe quelque chose de pas normal, pensez que ça peut être une hypercalémie. Pourquoi c'est intéressant de penser à hypercalémie? C'est la seule cause d'arrêt cardiaque qu'il faut donner du calcium dans les algorithmes. Quand vous avez une hypercalémie, vous donnez du calcium et vous contrecarrez l'effet de l'hypercalémie. Sinon, vous pouvez donner l'adrénaline et tout, ça marchera aussi. Donner tout de suite du calcium, ça évitera beaucoup de soucis. Il faut y penser chez l'enfant qui ne marche pas à 2 ans. Quelque chose qui n'est pas normal. Il faut demander l'avis d'un neuropédiatre. Chez l'enfant qui est mou, chez l'enfant qui a des gros mollets, vos gros mollets durs. Et parfois, vous aurez des enfants qui ont des GOT ou des CPK élevés. Pas à 70 ou 80, mais 400, 500, 20 000, des CPK à 20 000, ça c'est le diagnostic d'un Duchenne. Donc comme vous savez, on a eu plusieurs cas ici de GOT ou GOPT élevés, et donc on les envoie chez Socal en disant il a un truc au foie, et donc les GOT à 200 ou 250, donc c'est pas une catastrophe, on dit tiens il a une pathologie hépatique, et puis ben non, c'était un Duchenne, on demande au labo faites un peu les CPK et c'est un Duchenne. Donc toujours penser quand il y a des enzymes élevées chez quelqu'un où il n'y a pas de raison, ça pourrait être une myopathie. Vous avez un enfant cancéreux. Cancer, d'abord, c'est quoi? Cancer, il y a des bouquins entiers. C'est quel cancer? C'est pas la même chose un ostéosarcome qu'une leucémie. Donc vous devez essayer de savoir ça parce que l'évolution de la maladie, les conséquences, le risque de métastase n'est pas le même. Donc une fois que vous savez quelle maladie c'est, il faut regarder est-ce qu'il y a des séquelles de chimio, hémoglobine, plaquettes. Est-ce qu'il a reçu des anthracyclines? On en reparle tout de suite. Est-ce qu'il a reçu de la vincristine? La vincristine, bon, ça donne de la percréatite et de l'iléus. Ça donne aussi des toxicités pour les nerfs. Donc il faut se méfier, si vous pensez à une anesthésie locorégionale, c'est des nerfs fragiles. Pour la position péropératoire, c'est des nerfs fragiles. Ils peuvent se retrouver avec un sciatique poplité externe après, alors que ça a duré une demi-heure, qu'il y a rien de spécial, c'est des nerfs fragilisés. Donc méfiez-vous, ces enfants-là. Vincristine, nerfs fragiles. Et bien sûr, l'état nutritionnel. Ou bien ils sont gros parce qu'ils ont beaucoup de cortisone, ou bien ils sont maigres, ils ont perdu 10 kilos parce qu'ils ne mangent plus à cause des mucites. Si vous avez un ancien cancéreux, attention, ils ont souvent plus beaucoup de veines. C'est des patients fragiles. Pourquoi? Parce qu'ils reviennent à l'hôpital, même si c'est pour quelque chose de banal ou de bénin, quelque part, c'est vécu dans le cadre d'une ancienne maladie, donc il faut rester très prudent. Ils sont souvent petits, ils ont de l'ostéoporose parce qu'ils ont eu de la cortisone. Ils peuvent revenir pour des nécroses aseptiques de la tête fémorale, par exemple, et toujours penser est-ce que leur réponse cortisonienne est adaptée. Ils peuvent avoir des séquelles d'insuffisance rénale, de maladie du greffon contre l'autre. Je dis mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Maladie du greffon contre l'autre, ça abîme la peau. Et ils peuvent avoir une peau cartonnée, très difficile à piquer. Ils peuvent avoir de la fibrose pulmonaire après une greffe de moelle. On va dire un tout petit mot de toxicité cardiaque des chimiothérapies. Pourquoi c'est important? Parce que même les patients l'oublient. Les anthracyclines, ça tue les myocytes, et donc les myocytes sont remplacés par de la fibrose. Alors quand vous avez 2 ans, ça va.
mais le cœur continue à grandir, et donc il y a tout un tas de myocytes qui ne grandissent plus, et la fonction cardiaque se dégrade progressivement. Alors ces enfants sont suivis régulièrement par les pédiatres, ils ont des échos et des choses comme ça, mais parfois après 10-15 ans, ils ne sont plus suivis, ils sont considérés comme guéris, mais ça reste. Donc, anthracycline, tous les anthracyclines light, c'est les plus méchants. C'est utilisé dans 60% des cancers pédiatriques. Il y a un risque de décompensation cardiaque pendant le traitement qui va jusqu'à 16%. Vous avez un risque de cardiomyopathie infraclinique jusqu'à 1 sur 2. Donc ils sont bien, mais quand ils font un effort, ça ne va pas. Et l'induction de l'anesthésie, c'est souvent équivalent à un effort. Donc le mécanisme, je vous l'ai dit, c'est le potentiel de croissance des myocytes qui est diminué. Donc toxicité aiguë, ça c'est ici quand on s'occupe d'eux, ils vont aux soins. La cardiomyopathie chronique, c'est quand ça commence plus d'1 an après le traitement. C'est d'abord une cardiomyopathie dilatée, donc c'est un gros cœur dilaté, puis ça devient restrictif. Le cœur ne sait plus grandir. Ça peut arriver même s'il n'y a pas eu de toxicité aiguë. C'est lié à la dose et c'est difficile à prévoir. Vous voyez ici, c'est sûr que c'est lié à la dose. Donc ça ici, ce sont les années, donc jusque 20 ans après. Et le risque, donc l'incidence, vous voyez ici, c'est 10, allez, on va mettre 8% ici. Donc vous voyez, à 30 ans, il y a 8% de décompensation cardiaque parce qu'ils ont eu des grosses doses, mais il y en a encore 2,5 s'ils ont eu des petites doses. Et même avec des toutes petites doses, on est aussi à 2,5. Donc, j'allais dire que ce n'est pas grand-chose, mais 2,5 sur 100, ça existe et il faut y penser. Quels sont les facteurs de risque identifiés? Quand on a une dose supérieure à 240 mg par mètre carré, quand on a moins de 4 ans au début de traitement, quand on a une prédisposition génétique, ce sont les trisomiques, ce sont les Africains, et s'il y a une irradiation cardiaque associée. Alors vous allez me dire, mais une irradiation cardiaque, on fait attention, on fait les simulations et tout, on a visé pile l'endroit. Oui, on a visé pile l'endroit, mais il y a toujours des doses qui sont réfléchies, c'est comme les rayons X. Et donc il y a toujours une petite irradiation à côté. Et donc, s'ils ont eu des rayons avec, même si ce n'est pas spécifiquement cardiaque, faites attention. Donc ils ont des échographies régulières et si on diagnostique vite une dysfonction, ils sont mis sous bêta-bloquant ou inhibiteur de l'enzyme de conversion parce que ça ralentit l'évolution péjorative. Il y a un certain nombre de ces patients qui doivent avoir des greffes de cœur. Donc faites attention, s'il y a une cardiopathie infraclinique et une échocardiographie normale au repos, donc idéalement il faut faire des échocardiographies à l'effort. Parce qu'ils peuvent être incapables de compenser le stress d'une induction. Parce qu'il y aura une hypovolémie, il y a une petite vasodilatation, des effets cardiaques, des anesthésiques, et éventuellement c'est une hypotension, une ischémie myocardique, parce que c'est un gros cœur dilaté. Je vais passer, voilà. Un petit mot sur l'ancien prématuré. Pourquoi l'ancien prématuré nous préoccupe? Parce qu'il risque de faire des apnées post-opératoires par immaturité des centres respiratoires. Et ça dure jusqu'à 60 semaines d'âge post-conceptionnel. Ça diminue progressivement. C'est majeur à 40, c'est moins à 50, c'est presque 0 à 60. Mais il faut y penser. Surtout s'ils sont anémiques, s'ils ont des pathologies pulmonaires, s'ils ont fait un problème neurologique, hémorragie intraventriculaire, et s'ils ont fait des syndromes d'apnée. Donc il faut savoir, au moment où on les endort, comment est leur fonction respiratoire, est-ce qu'ils sont sous monitoring. Est-ce qu'il faut prendre les tout petits à l'hospidé? On a défini des critères avec les pédiatres ici. Si l'enfant est né à plus de 37 semaines, donc il est né à terme, et s'il est bien, donc il n'a pas de pathologie pulmonaire, il n'a pas de pathologie cérébrale, il n'a pas d'autres gros problèmes, on peut l'opérer en hospidé s'il a plus de 12 semaines d'âge postnatal, c'est-à-dire s'il est presque à 50 semaines. S'il est né à 37 semaines, on a doublé la limite, donc s'il a plus de 24 semaines d'âge postnatal, donc s'il est à 6 mois. Donc c'est 3 mois pour l'enfant né à terme, 6 mois pour l'enfant né prématurément. S'il est en bonne santé, donc il n'y a aucun problème à côté, et s'il n'a pas de monitoring à domicile. Attention, les spina bifida, on en a de temps en temps, ils sont souvent allergiques au latex. Il faut s'assurer que leur drain ventriculo-péritonéal fonctionne. Ils ont parfois des drains depuis longtemps
qui ne fonctionnent plus. Alors ils tiennent un peu de travers, et ben oui, ils sont une scoliose, ils ont un drain, tout ça. Mais non, ils se traînent parfois de travers parce que c'est comme ça qu'ils n'ont pas mal à la tête. Donc s'il y a un drain qui n'a pas été vérifié depuis longtemps, il faut demander l'avis du neurochirurgien pour être sûr que. Ils ont en général une malformation de Chiari de type 2. C'est-à-dire que les amygdales cérébelleuses sont engagées dans le trou occipital. Simplement parce que leur moelle est attachée dans leur colonne vertébrale et donc ils ont grandi, comme la moelle ne sait pas s'étirer, c'est le cerveau qui descend. Donc vous avez un risque d'engagement au moment de l'anesthésie, au moment du réveil ou de l'intubation, et toujours s'intéresser à leur fonction rénale parce qu'ils ont souvent des problèmes rénaux associés. On a parlé de l'allergie au latex déjà. Attention, c'est la première cause de choc allergique chez l'enfant, encore maintenant. Spina bifida, atopie, kiwi, banane, et ceux qui ont un contact fréquent avec les latex. Trisomie 21, attention, ils ont un retard mental plus ou moins important. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très retardés. Ils sont un petit peu mous, ils ont une grosse langue, ils ont une sous-glotte étroite, donc il faut prévoir une taille en dessous de votre tube. Ils font tous des apnées obstructives du sommeil, sont souvent opérés une ou deux fois des amygdales ou des végétations. Donc ils vont s'obstruer à l'induction au réveil parce qu'ils ont des apnées obstructives et ils ont une grosse langue. Et faites attention, ils ont une méchante tendance à faire des bradycardies quand on les induit au SEVO. Donc vous êtes à 2% de SEVO et vous les voyez, ils bradycardisent, ils passent en jonctionnel et parfois ils s'arrêtent. Donc quand on induit un trisomique 21, il vaut mieux être à 2 et avec quelqu'un qui pique bien et vite. Ça arrive qu'une fois sur 4, mais quand ça arrive, vous avez chaud. Les vaccins, je parle de ça parce que si vous allez dans d'autres pays, on peut avoir une position tout à fait différente. En général, ici, on nous demande de vacciner les enfants pendant qu'ils dorment. On ne s'est jamais intéressé à la réponse immunitaire que ça allait faire. Dans certains pays comme la Hollande, on ne fait pas d'anesthésie générale élective moins de 2 jours après un vaccin mort ou moins de 3 semaines après un vaccin vivant. Pourquoi ? Simplement, et je trouve que c'est pas si bête que ça, parce que quand on a un vaccin, souvent on fait une réaction, on fait de la fièvre, on a une sorte de malaise général, et eux ils se disent, si j'ai un enfant qui fait de la fièvre en post-op, je ne saurais pas si c'est son vaccin ou si c'est autre chose. Donc on ne joue pas de vaccin vivant moins de 3 semaines avant une anesthésie générale élective. C'est une règle comme une autre, elle n'existe pas en Belgique, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. Est-ce qu'on invite les parents à venir à l'induction ? C'est chouette parce que vous n'avez pas le problème de la séparation à l'entrée du quartier opératoire. Donc c'est sympathique, il n'y a personne qui pleure. Et souvent, vous avez une meilleure collaboration, mais ce n'est pas du tout une garantie. Il y a certains patients certains parents qui vous gâchent votre induction de façon assez perverse. Donc voilà. Il ne faut pas forcer les parents, il faut leur proposer. On les invite. S'ils ne veulent pas, il ne faut pas forcer. Il y a un problème d'hygiène hospitalière, donc il faut mettre une tenue spéciale. C'est parfois pire avec les parents. Si tu continues comme ça, le docteur va te faire une piqûre. C'est une expérience angoissante pour les parents, donc il faut les préparer. Donc leur conseiller d'aller voir sur YouTube. Ça ne vaut pas mieux qu'une prémédication. Il faut quelqu'un pour accompagner. Et donc là, vous devez faire attention de ne pas vous priver de l'infirmière au moment de l'induction. Vous êtes en train de faire l'induction et au moment le plus dangereux, hop, l'infirmière s'en va avec les parents. Non. Il faut se débrouiller, c'est le chirurgien, c'est une aide-soignante. Il faut trouver quelqu'un d'autre pour accompagner les parents. Vous ne devez pas vous mettre, vous, en situation d'insécurité. Et si vous avez une urgence la nuit, vous avez tout à fait le droit de dire, écoutez, d'habitude on fait rentrer les parents, mais la nuit, nous sommes en personnel réduit. Et pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas le faire. Les gens comprennent ça très très bien. Ils préfèrent que vous leur disiez ça que de dire oui, mais l'infirmière était partie vous accompagner quand l'enfant fait son arrêt cardiaque. Donc il faut anticiper ça. Vous pouvez aussi être gêné de travailler sous le regard des parents. C'est tout à fait légitime. Quand vous mettez une paire et qu'il y a 3 personnes qui regardent, c'est pas agréable. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous proposez pas et vous dites que vous ne préférez pas. C'est aussi un argument que les gens peuvent entendre. Vous voyez, il y a un petit film qu'on avait fait il y a quelques années où on expliquait aux parents tout ce qui se passait. C'est important que les gens sachent à quoi s'attendre, qu'ils vont mettre un costume, qu'on va venir en salle, qu'on va mettre des électrodes. Ça, tout ce qui est prévu est beaucoup moins anxiogène. Nouvelle règle de jeûne, je vous rappelle,
liquide clair 2 heures avant, lait maternel ou lait de premier âge 4 heures avant, tous les solides et le lait artificiel 6 heures avant. Ça veut dire quoi? Et il faut bien préciser aux parents, ça veut dire que les liquides clairs doivent être finis 2 heures avant, que le lait maternel doit être fini 4 heures avant. Ce qui arrive souvent, c'est que la maman commence à donner le sein 4 heures avant, et donc elle a fini 3 heures avant. Donc il faut bien préciser que ça doit être, la boisson doit être finie 2 heures avant, la tétée doit être finie 4 heures avant. Comme ça, il commence peut-être 4h30 ou 5 heures avant. Parce que sinon, on se retrouve parfois coincé, parce que quand est-ce qu'il a bu la dernière fois, ils ont obéi aux règles, mais on s'est mal exprimé. Est-ce que les critères d'ASA adultes valent? Vous pouvez toujours les mettre. Les critères ASA, ça ne veut déjà pas dire grand-chose chez les adultes, parce que c'est un truc physique. Ça n'a rien à voir avec l'anesthésie. Vous pouvez être ASA 1 et impossible à intuber. Hein? Donc, les critères ASA ne sont pas vraiment faits pour ça, mais on n'a pas mieux. Mais voilà, je vous les rappelle simplement. Voilà, maintenant on va passer à la réévaluation le jour de l'intervention. Première chose, s'il y a une infection des voies aériennes il y a moins de 2 semaines ou aujourd'hui, vous regardez un petit peu, est-ce que c'est jaune ou est-ce que c'est vert, est-ce qu'il coule du nez, il y a de la fièvre, de la toux, ça siffle, il y a des crépitants, moins d'1 an, il y a une otite. Chaque fois que vous avez un élément positif, ça augmente le risque. Donc un enfant qui arrive avec une otite, ça augmente un petit peu votre risque. Ça coule jaune ou vert, ça augmente le risque. Qu'est-ce qu'on va faire? Le risque est augmenté si le début il y a moins de 2 semaines. Entre 2 et 4 semaines, ça va bien. Le risque reste augmenté pendant 4 à 6 semaines si c'était une bronchiolite. Donc il faut essayer de savoir est-ce que c'était une bronchiolite ou bien un bêtrume. En dessous de 2 ans, c'est les bronchiolites. Au-dessus de 2 ans, une bronchiolite, on ne les voit plus. Alors vous devez prendre une décision. Est-ce que c'est une infection respiratoire banale ou bien est-ce que c'est les prodromes d'autre chose? Et donc c'est pas facile. Un bon signe, c'est ce qu'il y a un état de malaise, une sorte d'état grippal. L'enfant il n'est pas bien, il troque. Aujourd'hui il ne bouge pas, docteur, il n'est pas comme ça d'habitude. Méfiez-vous, cet enfant a une virémie. C'est pas que les poumons, il y a une virémie qui est là, donc il faut faire attention. Donc s'il a une activité normale, s'il court dans les couloirs avec son nez qui coule vert, ça va. S'il est prostré, trop calme, méfiez-vous. Ça peut être une rougeole, une mononucléose, n'importe quoi qui commence. Et dans ces cas-là, vous avez un risque d'atteindre d'autres organes, un risque de complications. Donc en gros, ça coule clair, il y a une petite toux sèche, c'est une infection légère. Ça coule un petit peu sale, il y a une toux grasse et une infection modérée. Vous pouvez y aller, mais vous faites un aérosol de salbutamol et vous faites prudemment une gestion des voies aériennes. Donc intubation sous anesthésie profonde, on essaye de ne pas aller shotter sur la carène avec le tube, des choses comme ça. Si c'est une rhinorrhée purulente, une toux grasse, de la fièvre, ça siffle, l'enfant n'est pas bien, c'est une infection sévère. Si ce n'est pas quelque chose d'urgent, il vaut mieux reporter de 2 semaines au moins et réévaluer après. Donc, vous avez décidé de le faire quand même. Il y a une infection aujourd'hui, une infection qui date de moins d'il y a 2 semaines, et vous avez décidé de ne pas reporter. Vous allez faire un aérosol ou un puff de salbutamol 30 minutes avant l'induction. Vous avez ici les doses, vous voyez, 5 gouttes moins d'1 an, 10 gouttes moins de 20 kg, 20 gouttes plus de 20 kg. Ou si vous avez une chambre d'expansion, c'est 2 puffs. Ça vous diminue de 50% le risque de complications respiratoires, ça vaut la peine de le faire. Un petit mot sur les masses médiastinales. C'est le genre de truc que vous allez aussi rencontrer la veille de l'opération. Attention, c'est un piège parce qu'on vous dit c'est pas grave, c'est pour biopsier un ganglion. Il y a eu un cas aujourd'hui. Il y a un petit ganglion dans le cou et on voudrait savoir ce que c'est. À propos, il y a aussi quelque chose à la radio de thorax. Parfois, c'est pour une biopsie médulaire. Il y a 2 cas de figure. C'est une urgence oncologique. Ah ben oui, parce qu'il faut savoir ce que c'est pour commencer le traitement. Ça peut être un prélèvement ovarien avant chimiothérapie. Ça, c'est pas une urgence oncologique. Je ne dis pas qu'il faut négliger ça, mais il faut discuter sérieusement. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque d'une laparoscopie chez une jeune femme qui a une énorme masse médiastinale? Il faut discuter, parfois attendre quelques jours. On peut attendre après une chimio. Le fait d'avoir eu une chimio ne compromet pas grandement le résultat d'une transposition d'ovaire. Bien sûr, on le fait avant la chimio et tout, parce que oui, mais si on discute sérieusement avec les oncologues et tout,
ça vaut parfois la peine et le risque vital est beaucoup moins grand de le faire quelques jours après. Donc, le rapport risque-bénéfice de chacune de ces indications est tout à fait différent. Là, vous devez prendre le risque. Ici, vous pouvez surseoir un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux une masse médiastinale? Parce que vous pouvez arriver à un patient qui est totalement impossible à ventiler, même intubé, parce que quand vous allez l'avoir endormi, le fait que vous allez diminuer le tonus des muscles respiratoires va faire que la masse va écraser la trachée et il n'y a plus moyen de rien faire. À l'état d'éveil, ça va parce qu'il y a un tonus qui est là, qui est persistant, mais une fois qu'il dort, ce tonus a disparu. Donc il faut faire attention, ça peut comprimer la trachée, ça peut comprimer le myocarde et les gros vaisseaux. Il faut savoir que dans 40% des cas, la masse médiastinale est asymptomatique. Donc, quand vous avez une leucémie, un lymphome qui vient pour une biopsie de moelle en début de traitement, il faut voir la radio de thorax. L'orthopnée, l'enfant qui vient en orthopnée, qui ne sait plus dormir couché, ça veut dire qu'il y a une compression de plus de 50% de la trachée. Il faut un CT scan avant de l'endormir pour voir. Pourquoi est-ce qu'il faut voir un CT scan avant? Pour savoir comment vous allez mettre l'enfant si ça va mal. Autre chose à l'examen clinique, est-ce qu'il y a un édème palpébral? Est-ce qu'il tousse quand il se couche? Est-ce qu'il y a de l'orthopnée? Est-ce qu'il y a une dyspnée au repos? Est-ce qu'il y a des grosses jugulaires externes et auscultées? C'est très compliqué pour nous parce qu'on ne connaît pas l'enfant. On ne sait pas comment est sa tête habituellement. Et souvent, les parents ont vu changer sa tête progressivement et ne se rendent pas compte qu'il est bouffi. Moi, je suis toujours surpris quand il y a des enfants qui viennent avec une masse médiastinale de les revoir une semaine après. C'est plus le même gosse. Tout l'édème a disparu, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne les connaît pas et les parents ne s'en rendent pas compte parce que c'est venu progressivement. Vous voyez ici, il a un édème palpébral, il a des joues un peu bouffies, il a des grosses lèvres. Ça, c'est pas évident comme ça. Et vous voyez la masse ici qui est quand même importante. Et là, vous avez la trachée qui est comprimée. Vous voyez les bronches qui sont comprimées par cette masse médiastinale antérieure. Pourquoi c'est important d'avoir le scanner? Maintenant, s'il y a un problème, vous savez ce que vous devez faire. Cet enfant-là, vous voyez, la masse est surtout antérieure et comprime d'avant en arrière. Si vous avez un problème, vous le tournez sur le ventre et vous lui sauvez la vie. Si la masse était plus à droite ou plus à gauche, vous le tournez du côté de la masse. Ça peut sauver la vie en 10 secondes. Si vous ne savez pas comment est la masse, vous ne savez pas comment le tourner. Je vais passer sur les principes de l'anesthésie, puisqu'on parle que du préop, mais donc c'est un risque anesthésique majeur. On va vous dire dans tous les livres, attention, si on fait de la corticothérapie, si on fait des rayons, on ne saura plus faire le diagnostic après. C'est pas vrai. 5 jours de corticothérapie ne perturbent pas le diagnostic. Il faut discuter avec l'oncologue, hein, bien sûr, et dire voilà, quel est le risque. Mais si c'est une grosse masse et qu'une grosse orthopnée, on peut dire on fait 2 jours de cortisone et puis on y va. Donc c'est une décision collégiale. Mais attention, vérifiez bien votre truc parce que de temps en temps, il y a des masses corticorésistantes et vous n'aurez rien changé après 2 ou 3 jours. Mais bon, ça vaut toujours la peine d'essayer. Maladie infectieuse, ça c'est une belle varicelle. Il faut faire attention aux premières choses. Il y a les complications propres de la maladie. Par exemple, pour la varicelle, on peut avoir des pneumonies, des hépatites, des encéphalites. Et donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'endormir, mais en post-op, il faut être attentif à ça. Il y a une immunodépression et un risque d'infection. Mais pensez aussi au personnel. Moi, je pose toujours la question aux infirmières, qui n'a pas fait la varicelle? Parce que si elle se chope une varicelle à 25 ans, eh ben, ça fait des méchantes pneumonies. Donc, il faut faire attention. Il faut peut-être changer d'infirmière. Ça, c'est sur les copréopératoires. Ah, voilà. On va terminer la notion de quand et pourquoi récuser un enfant pour une anesthésie. De temps en temps, on est amené à dire non, on ne le fait pas. Alors pourquoi? Ça dépend de quoi? Du bénéfice de la chirurgie ou de la procédure et des risques perçus ou réellement augmentés de l'anesthésie. Donc, vous devez faire un rapport individualisé pour cet enfant-là aujourd'hui. Ça dépend de quoi? Est-ce que c'est urgent ou c'est électif? Est-ce que c'est une urgence vitale ou est-ce qu'on peut attendre 12 heures? Il a mangé une choucroute, il s'est cassé, il a une fracture en brevers de l'avant-bras, on peut attendre 6 ou 12 heures, c'est pas important. Il s'est cassé l'avant-bras et il y a un problème vasculaire, il faut y aller vite.
ou c'est une fracture ouverte, il faut y aller vite. Voilà, c'est ça les éléments de la discussion. Est-ce que c'est une intervention de confort? L'enfant qui vient pour des oreilles décollées et qui a un gros rhume, qui ça crache et ça tousse, c'est tout à fait légitime de dire qu'on ne le fait pas. C'est pas vital pour lui d'être opéré aujourd'hui d'oreilles décollées, ça peut se faire dans 1 mois ou dans 6 mois aux prochaines vacances. Et si vous discutez avec les parents, vous expliquez ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est un bénéfice pour l'enfant ou pour des tiers? De temps en temps, vous avez des enfants polyhandicapés, vraiment pas bien du tout, et on fait une biopsie, une RMN, pas pour lui, pour faire un conseil génétique pour les parents. Donc là aussi, il faut peser le pour et le contre et discuter. Quel est le type de risque? C'est respiratoire, c'est cardiaque, c'est quoi? Il faut évaluer le risque. Et aussi, est-ce que vous avez les moyens suffisants sur place pour gérer le risque? Vous êtes dans un petit hôpital en périphérie, et si ça va mal, il faut le mettre aux soins. Et vous n'avez pas de soins pédiatriques. Donc voilà, c'est aussi une façon de dire, voilà, j'ai un gros risque d'avoir ça, madame. Non, si ça arrive, on ne peut pas s'en occuper ici. On préfère ne pas le faire aujourd'hui ou ne pas le faire ici du tout. Il faut aussi évaluer quel est le risque si on ne fait pas la procédure. Fracture ouverte, risque nerveux-vasculaire, hernie du prématuré. Vous avez un gros prématuré avec un ancien prématuré avec une grosse hernie. Ben, il vaut mieux le faire aujourd'hui à 40 semaines qu'en urgence à 43 semaines au milieu de la nuit en occlusion. Voilà. Cure de scoliose, c'est la même chose. Ah, vous avez vu sa fonction respiratoire et tout. Non, on ne va pas le faire. Il faut aussi savoir que si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Parce que ça va se détériorer après. Donc c'est parfois des décisions importantes qui doivent toujours être collégiales avec le chirurgien et souvent avec les parents. Donc, décision collégiale, et c'est toujours intéressant de la noter dans le dossier. Parce que peut-être que dans 6 mois, c'est quelqu'un d'autre qui va rediscuter de ça avec les parents, et vous aurez oublié le cas. Les parents ne sauront plus très bien ce qu'on avait dit. Si vous avez mis un mot dans le dossier, c'est clair pour tout le monde. Pourquoi on avait dit non? Quelles étaient les conditions pour dire oui? Méfiez-vous parce que nous avons tous un manque d'objectivité carabinée. Pourquoi? Parce que les accidents et les incidents sont rares. Donc on a une mémoire sélective et on se désensibilise au risque. L'enfant enrhumé, ça fait 6 mois que vous n'avez plus d'ennui. Vous prenez tous les enrhumés, il n'y a plus de problème. Et puis vous avez un enrhumé qui vous fait un laryngospasme du feu de Dieu. Et bien pendant les 6 mois qui suivent, vous allez en refuser un certain nombre. Voilà, c'est ça la mémoire sélective. Les accidents graves marquent la mémoire. Vous avez eu un jour un gros gars chez un petit roux. Ça n'a rien à voir qu'il soit roux, mais c'était un petit roux. Dorénavant, tous les petits roux que vous allez endormir, vous allez avoir une sorte d'appréhension. Ça aussi, voilà, c'est notre façon de... Nous sommes aussi des hommes. Faites attention à la pression qu'on peut faire sur vous, pression sociale, pression chirurgicale. C'est parfois difficile de rester objectif. Voilà, merci, désolé d'avoir été un petit peu long.